Salut tout le monde, bienvenue dans le 26e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, je vous propose un tuto de la catégorie écriture qui porte sur l'utilisation de la virgule, car elle fait partie des éléments de texte les plus maltraités dans tous les manuscrits que nous recevons. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur un article que j'ai rédigé pour le blog de notre maison d'édition il y a plus de 4 ans, car il récapitule tous les cas de figure possibles classés par catégorie. Pour ceux qui voudraient le consulter à tête reposée, je vous indique le lien en description. La virgule représente à elle seule environ 60% des corrections que nous effectuons sur les textes, car elle est très mal maîtrisée. Trop présente, pas assez, mal placée, totalement oubliée, utilisée par erreur, etc. Quand nous discutons avec nos auteurs, nous constatons que la plupart d'entre eux pensent que la virgule répond à des usages flottants et qu'ils peuvent s'en servir comme bon leur semble. Ils ne savent pas qu'il existe des règles très précises qu'ils doivent appliquer. C'est certainement le signe de ponctuation le plus compliqué à utiliser, avec des marges de liberté finalement assez faibles, et c'est la raison pour laquelle on trouve autant d'erreurs dans les textes. Avant de vous présenter chaque cas de figure, je commence par un rappel universel à toujours garder à l'esprit. La virgule est interdite quand une phrase est ramenée à sa plus simple expression, sujet, verbe, complément. En d'autres termes, si la phrase ne répond à aucune des règles que nous allons voir ensuite, elle ne doit contenir aucune virgule, même quand elle est longue. Je vous donne 2 exemples ici, et j'en profite d'ailleurs pour vous présenter le thème que vous allez retrouver dans toutes les catégories, celui de la voiture. Pour la petite histoire, quand j'ai rédigé cet article, j'étais en panne et il fallait que je change de véhicule, ce qui m'a donné des idées pour rédiger tous les exemples de construction qui vont suivre. Donc non, je ne suis pas particulièrement obsédée par les voitures, tout est rentré dans l'ordre depuis 2013, je vous rassure. Je commence avec les propositions qui sont reliées par des conjonctions de coordination, les fameux « mais où est donc Ornicard » de l'école primaire que nous connaissons tous. Plusieurs cas de figure. Devant « mais »,« car »,« donc » et « or », la virgule est obligatoire. J'ai donné ici quelques exemples. Je m'achèterais bien une nouvelle voiture, virgule, mais, ou or, on pourrait mettre les deux, je n'ai pas d'argent. Je ne m'achète pas de nouvelle voiture, virgule, car je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, virgule, donc je ne m'achète pas de nouvelle voiture. Le deuxième cas concerne les conjonctions et ou. C'est certainement le cas où l'on trouve le plus d'erreurs dans les textes. La virgule est obligatoire lorsqu'il y a plus de 2 et ou dans la phrase et doit être utilisée uniquement dans ce cas, sauf rares exceptions. J'ai donné ici quelques exemples. Je m'achèterais bien une nouvelle voiture, virgule, et une maison plus grande, virgule, et si possible avec un jardin. Même chose pour le ou, avec je m'achèterais bien une nouvelle voiture, virgule, ou un vélo, virgule, ou une moto. Mais s'il n'y a que 2 parties dans la proposition, je m'achèterais bien une nouvelle voiture et une maison plus grande, je m'achèterais bien une nouvelle voiture ou un vélo. Aucune virgule. La virgule ajoutée devant le « et » est certainement celle que l'on éradique le plus, puisqu'elle fait double emploi, et ne doit être utilisée que lorsqu'il y a une volonté de renforcement dans le texte ou 2 parties de la phrase dont le thème est complètement différent, c'est-à-dire que plus que de la juxtaposition ou de la coordination, on est quasiment dans de l'opposition. 90% des virgules situées avant « et » sont généralement totalement inutiles et sont même des erreurs d'écriture. Devant la conjonction « ni », c'est un petit peu la même chose. On ne doit utiliser la virgule que s'il y a au moins 3 fois la conjonction « ni » dans la phrase et seulement à partir du deuxième « ni ». Exemple, je n'achèterai ni une voiture, virgule, ni un vélo, virgule, ni une moto. Par contre, je n'achèterai ni une voiture ni un vélo, il n'y a pas de virgule. Dans certains cas, ces conjonctions de coordination sont employées en début de phrase. Lorsque l'auteur a souhaité marquer une rupture assez importante avec la phrase précédente, en fait les 2 propositions sont reliées au niveau du sens, mais sont séparées par un point. Dans ce cas-là, les conjonctions qu'on va souvent retrouver sont d'abord donc et or, et lorsqu'elles se situent en début de phrase, la virgule est facultative. Déconseillé pour les phrases courtes et conseillé pour les phrases longues ou dont le développement est particulièrement important, ce qui signifie que si on devait les prononcer à l'oral, on insisterait lourdement sur la seconde partie. Par exemple, donc je veux une nouvelle voiture, il n'y a pas de raison de mettre une virgule. Or, virgule, je pense que je ne peux vraiment pas me passer de voiture. Là, on va pouvoir mettre une virgule parce qu'il y a une plus grande notion d'opposition et que la phrase est un peu plus longue que la précédente. Pour les autres conjonctions de coordination qui seraient employées en début de phrase, pas de virgule. Exemple, mais je pense que je ne peux vraiment pas me passer de voiture. Je passe maintenant aux autres marqueurs de relation qu'on appelle aussi des coordonnants. Ils remplissent plus ou moins le même rôle que les conjonctions de coordination, mais ce ne sont pas des conjonctions de coordination parce qu'ils ont un emploi plus large. Ce sont généralement des adverbes ou des locutions adverbiales qui organisent le discours et facilitent l'orientation du lecteur. À l'inverse des conjonctions de coordination, on peut les cumuler avec d'autres éléments. Ils peuvent être associés à une conjonction de coordination. Ils peuvent également être placés à divers endroits de la proposition, alors qu'une conjonction de coordination est nécessairement placée au début. Je vous donne un exemple. Car je sais conduire une voiture, alors qu'on pourrait dire
je sais piloter une voiture, en effet. Ces coordonnants répondent à des règles relativement précises et je ne les ai pas tous notés ici parce que la liste serait vraiment très longue, mais vous allez repérer une certaine logique que vous pourrez ensuite réappliquer à d'autres mots ou groupes de mots. On place généralement la virgule avant les marqueurs suivants, c'est-à-dire du moins, ensuite, sinon, puis et tous les autres termes qui sont similaires. Exemple, je vais comparer les prix, virgule, ensuite je changerai de voiture. Dans le même esprit que pour les conjonctions de coordination, lorsque le marqueur se situe en début de phrase et qu'il implique une notion de rupture, de conséquence, d'opposition forte, on va généralement le faire suivre d'une virgule. Je vous ai mis quelques termes, mais ce ne sont pas les seuls, donc la même logique va devoir être appliquée pour des termes similaires. Cependant, en effet, en conséquence, néanmoins, par conséquent, par contre, pourtant, toutefois, et on pourrait en citer d'autres. Petit exemple, par conséquent, virgule, je dois économiser pendant 3 mois. Lorsque le marqueur est en milieu de phrase, la virgule est soit totalement absente, soit placée de part et d'autre du marqueur, ce qui est généralement recommandé surtout quand la phrase est longue pour arriver à bien comprendre le sens. Petit exemple, j'ai décidé par ailleurs de changer de vélo, ou j'ai décidé, virgule, par ailleurs, virgule, de changer de vélo. Si la phrase avait été plus longue, dans tous les cas, personnellement, j'aurais mis des virgules afin de bien structurer mon propos. Ce cas de figure est l'un de ceux où l'on repère le plus d'erreurs parce que les auteurs ont souvent beaucoup de mal à choisir leur camp et on retrouve donc des phrases avec une seule virgule avant ou après au lieu d'avoir une absence totale de virgule ou un marqueur clairement identifié au centre de la proposition. Ensuite, nous avons le cas des compléments circonstanciels qui peuvent être de temps, lieu, cause, but, conséquence, manière, etc. 3 cas de figure possibles, en début de phrase, en milieu de phrase ou en fin de phrase. En début de phrase, le complément est obligatoirement suivi d'une virgule. Je vous ai mis un exemple. En début de semaine, virgule, j'ai enfin pu m'acheter la voiture dont je rêvais. J'aurais pu dire à Toulouse, virgule, j'ai enfin pu m'acheter la voiture dont je rêvais. La logique va être la même dans tous les cas. En milieu de phrase, le complément est obligatoirement entouré de virgule. Petit exemple, j'ai enfin pu m'acheter, virgule, en début de semaine, virgule, la voiture dont je rêvais. Encore une fois, on pourrait mettre un autre type de complément circonstanciel. Par exemple, j'ai enfin pu m'acheter, virgule, à Toulouse, virgule, la voiture dont je rêvais. En fin de phrase, le complément est obligatoirement précédé d'une virgule s'il s'agit d'un complément circonstanciel de point de vue. Je vais y revenir juste après puisque je l'ai isolé dans une catégorie à part. La virgule est facultative dans les autres cas, mais elle est fortement recommandée, notamment pour éviter des contresens lorsque la phrase est longue. Je vous donne un exemple qui illustre l'importance de la virgule dans ce cas. J'ai enfin pu m'acheter la voiture dont je rêvais, virgule, en début de semaine. S'il n'y avait pas de virgule, j'ai enfin pu m'acheter la voiture dont je rêvais en début de semaine, on obtiendrait un autre sens qui serait qu'on rêvait de cet achat en début de semaine. La virgule ici donc a toute son importance. Et cette fois encore, la même logique s'applique à d'autres compléments circonstanciels. On aurait pu mettre « j'ai enfin pu m'acheter la voiture dont je rêvais, virgule, à Toulouse » et non pas « j'ai enfin pu m'acheter la voiture dont je rêvais à Toulouse ». En cas d'absence de virgule, vous voyez qu'encore une fois, la phrase prend un autre sens. Donc mon conseil en ce qui concerne les compléments circonstanciels en fin de phrase, c'est systématiquement, sauf lorsqu'il n'y a vraiment pas de possibilité de contresens et que la phrase est très courte, de toujours utiliser un placement de virgule pour bien isoler la proposition. Lorsqu'il s'agit d'un complément circonstanciel de point de vue, la règle est simple, l'expression qui marque le point de vue doit toujours être isolée par une virgule, quelle que soit sa place dans la phrase. Je vous ai donné un autre exemple. D'après les statistiques, virgule, changer de voiture n'est jamais une décision facile, et on aurait aussi changer de voiture n'est jamais une décision facile, virgule, d'après les statistiques. La même règle s'applique aux compléments circonstanciels de restriction, qui sont généralement placés en milieu de phrase, et ce type de complément doit toujours être isolé par des virgules. Par exemple, j'achèterais bien une nouvelle voiture, virgule, sauf qu'en ce moment, virgule, mes finances sont mauvaises. Nous arrivons ensuite aux propositions relatives qui sont introduites par qui, que, quoi, dont, où. Il y a souvent pas mal de confusion sur ces constructions, alors qu'en fait, la règle est relativement simple une fois qu'on la connaît. Il y a 2 situations possibles. La proposition relative est essentielle à la compréhension de la phrase, ou elle est seulement explicative et fournit un éclaircissement complémentaire mais non essentiel à la compréhension de la phrase. Pour bien illustrer cette distinction, j'ai pris le même exemple dans les 2 cas. Je ne supporte pas les gens qui changent de voiture tout le temps. Là, on parle d'une catégorie de gens précise, ceux qui changent de voiture tout le temps. Et je ne supporte pas les gens, virgule, qui changent de voiture tout le temps. Ici, la virgule nous permet de comprendre qu'on porte un jugement sur tous les gens et qu'on considère que tous ces gens changent tout le temps de voiture. Donc vous voyez ici l'importance de la virgule, puisque son utilisation change complètement le sens de la phrase. On me pose aussi souvent la question du placement de la virgule avant dont, et là j'ai mis également 2 exemples. C'est la voiture dont je t'ai parlé, pas de virgule puisque dont je t'ai parlé est nécessaire à la compréhension de la phrase. Et deuxième cas de figure,
j'ai vu plusieurs belles voitures, virgule, dont un modèle d'occasion. Ici, c'est un complément d'information. On pourrait tout simplement dire j'ai vu plusieurs belles voitures. Donc la virgule s'impose puisque la proposition relative est là pour fournir une information complémentaire. Cette même logique va s'appliquer pour toutes les propositions relatives, donc vous devez simplement vous poser à chaque fois la question: si j'enlève la proposition relative, est-ce que ma phrase veut encore dire quelque chose ou est-ce qu'on n'y comprend plus rien? Si on a besoin de la proposition, pas de virgule. Si on n'a pas nécessairement besoin de la proposition, virgule obligatoire. Je passe à la proposition incise, qui est tout type de commentaire inséré par le narrateur pour contrôler des éléments de dialogue, qu'ils soient directs ou rapportés. Ce type de proposition doit toujours être encadré par des virgules, et je vous ai mis un exemple ici. Il n'est pas obligatoire, virgule, dit-il, virgule, de changer de voiture aussi souvent. Ce type de proposition incise va être très fréquemment utilisé en dialogue direct, et je reviendrai dans un tuto dédié à la typographie aux règles qu'il faut appliquer selon les cas de figure précis, c'est-à-dire lorsque la phrase de dialogue est une simple affirmation ou lorsqu'il s'agit d'une interrogation ou d'une exclamation. Je passe aux phrases emphatiques, où le véritable sujet du verbe est repris par un autre déterminant afin d'obtenir un effet de renforcement. Tout sujet véritable d'une phrase emphatique doit obligatoirement être isolé par des virgules. Le vrai luxe, virgule, c'est de pouvoir changer de voiture aussi souvent que l'on veut, et le C' ici est une reprise du véritable sujet, le vrai luxe, qui va donc être isolé avant la virgule. Je passe ensuite à 3 types de propositions subordonnées qui fonctionnent toutes de la même manière. Les propositions subordonnées de concession, d'opposition et de condition. Dans le premier cas, elles sont introduites par des formules telles que « bien que »,« en dépit du fait que »,« même si », etc. Dans le deuxième cas, par des formules telles que « alors que »,« tandis que »,« au contraire de », etc. Et dans le troisième cas, elles sont introduites par des formules telles que « si »,« au cas où », etc. Pour ces 3 types de propositions, la règle va être identique, c'est-à-dire que la proposition doit obligatoirement être précédée d'une virgule. Et vous avez à chaque fois les exemples correspondants. Pour la concession, je dois absolument changer de voiture, virgule, bien que mon budget ne me le permette pas vraiment. Pour l'opposition, je veux changer de voiture, virgule, alors que mes amis me recommandent d'attendre. Et pour la condition, je changerai de voiture, virgule, si mon budget me le permet. Petite précision que j'ai oublié d'indiquer dans l'article mais qui a son importance, la règle reste valable si la proposition est inversée. Par exemple, si l'on inverse la dernière phrase que je viens de vous donner en exemple, si mon budget me le permet, virgule, je changerai de voiture. Donc même si la proposition subordonnée se trouve en début de phrase, et c'est valable dans les 3 cas, elle sera également isolée par une virgule. Ensuite, nous avons les appositions, qui sont des informations complémentaires données à propos d'un mot qui fait partie de la phrase. Elles suivent la même logique que les propositions incises que nous avons vues plus tôt, et elles sont toujours isolées par des virgules. Je vous donne un exemple ici. La voiture, virgule, mode de déplacement bien pratique, virgule, est essentielle pour les personnes qui vivent à la campagne. Je passe ensuite aux mises en apostrophe, qui sont très fréquemment maltraitées par les auteurs débutants mais pas seulement, et qu'on retrouve dans les dialogues. C'est lorsqu'un personnage, généralement, en interpelle un autre en s'adressant à lui. Vous avez 2 exemples ici dans l'article, mais l'exemple qui est le plus frappant et qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les forums d'auteurs, c'est la phrase « Venez manger les enfants avec ou sans virgule ». Venez manger, virgule, les enfants, c'est quand on appelle les enfants pour qu'ils viennent prendre leur repas, bien sûr, et venez manger les enfants sans virgule donne à la phrase un sens beaucoup plus cannibale. Donc cette virgule de mise en apostrophe est très importante. Il est indispensable de l'utiliser avant ou après le prénom ou le titre que l'on utilise dans la phrase. Donc on pourrait ici, à la place du prénom Hélène, avoir quelque chose comme docteur, votre majesté, monsieur le président, n'importe quel intitulé qui indique qu'on s'adresse à la personne directement. Nous arrivons aux ellipses de verbes, c'est-à-dire lorsqu'un verbe n'est pas répété dans une phrase pour alléger le texte, mais qu'il est sous-entendu. La règle est simple, la place qu'il devrait occuper est toujours remplacée par une virgule. Et c'est souvent un cas pour lequel nous constatons pas mal d'oublis. Voici un exemple. Ma voiture actuelle est trop vieille et celle que je veux acheter, virgule, trop chère. La virgule ici remplace le verbe être qu'on ne veut pas répéter, tout simplement. Si vous avez une construction de type phrase longue avec plusieurs virgules et une ellipse de verbe au milieu, je vous conseille de couper la phrase par un point ou au moins un point-virgule afin de ne jamais faire sauter cette virgule-là qui est très importante puisque dans certains types de phrases, vous pouvez également obtenir des contresens si vous la supprimez. Petite remarque pour les cas d'énumération de plusieurs actions. Lorsqu'une phrase est constituée de plusieurs éléments verbaux qui se suivent, je vous recommande fortement de terminer par une conjonction de coordination plutôt que par une virgule. Ça donne souvent un aspect inachevé à la phrase. Je vous ai mis 2 exemples ici, l'un qui est plus poétique et où on n'emploie pas de conjonction de coordination. Il pleuvait, virgule, il ventait, virgule, j'avais froid.
Et un exemple plus narratif, je me levais, pris mon manteau, parti acheter une nouvelle voiture, où on peut, dans certains cas, avoir l'impression que la phrase n'est pas réellement terminée. Donc attention à l'emploi de la virgule à outrance dans certaines constructions, il peut être préférable d'utiliser une conjonction de coordination pour vraiment boucler la phrase. Pour terminer, que faire lorsque plusieurs règles s'appliquent simultanément ? Vous pouvez vous retrouver dans des situations où le cumul des règles fait que vous avez une succession de virgules un peu indigestes dans une phrase. Dans ce cas, si vraiment vous ne pouvez pas séparer votre phrase en plusieurs morceaux avec des points, la règle est que toute proposition qui doit être encadrée par des virgules a la priorité sur les autres. Je vous ai mis un exemple ici. J'achèterais bien une nouvelle voiture, mais, comme me l'a rappelé mon garagiste, cela me coûterait moins cher de faire réparer l'ancienne. Théoriquement, devant mais, on devrait avoir une virgule. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'à l'oral, j'ai marqué la pause instinctivement. Mais comme me l'a rappelé mon garagiste, qui doit impérativement être encadré par des virgules parce que c'est une proposition qui est apposée dans la phrase, on peut exceptionnellement faire sauter la virgule avant mais pour éviter d'avoir deux virgules trop proches. Donc il y a pas mal de cas dans lesquels vous vous retrouverez à devoir faire ce type d'arbitrage. Dans ce cas, retenez bien la règle. Les propositions qui répondent justement à des règles où il y a deux virgules concernées, les encadrements par des virgules, ces blocs-là ont la priorité sur les autres. Je conclus cette vidéo sur 3 remarques. La première, c'est que la virgule répond à des règles, que vous pouvez exceptionnellement faire une entorse à ces règles lorsque la raison est valable, mais que cela doit rester exceptionnel. Si ces règles existent, c'est qu'il y a une vraie raison et que ça permet notamment à vos lecteurs de plus facilement s'approprier votre texte. La deuxième remarque, et j'en ai déjà parlé dans certains tutos d'écriture, c'est que phrase longue n'est pas synonyme de jolie plume. Savoir faire des phrases courtes en coupant en 2, voire en 3, certains longs paragraphes très indigestes est souvent signe de bonne maîtrise de plume, en tout cas bien plus que le fait d'enchaîner des propositions séparées par des virgules. Les soucis de virgule découlent très fréquemment d'une mauvaise maîtrise du rythme. On obtient des choses très alambiquées et très peu agréables pour le lecteur. Et enfin, vous l'avez vu pour le dernier exemple que j'ai donné dans le cas du cumul des règles, la bonne solution, c'est aussi de se relire à voix haute. Tout ce que vous allez faire à l'oral ne se reflète pas nécessairement sur le papier. Il y a des cas où nous marquons des pauses à l'oral qui ne se traduisent pas par des virgules à l'écrit, mais dans 80% des cas, ça vous donne une idée très nette de la structure des blocs, de la façon dont les choses doivent s'enchaîner. Si vous avez trop de virgules dans une phrase, vous verrez qu'en les lisant à voix haute, elles vont vous heurter l'oreille, vous allez vous rendre compte que c'est trop lourd et qu'il faut ou déplacer des virgules ou découper la phrase, mettre des points et structurer différemment votre propos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de ne plus vous arracher les cheveux avec la virgule. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à laisser votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de TutoBar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Je vous retrouve très prochainement avec la FAQ de décembre où je répondrai aux questions et commentaires que vous avez laissés dans notre vidéo précédente. À très bientôt!